Bonjour, la capsule suivante va porter sur la section 4.5 du volume. On va parler de l'énergie potentielle d'un système de charge. Donc, la situation qu'on va prendre, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. On a une première charge Q1, supposons-la positive pour l'instant, mais on va voir tout à l'heure que ça n'a pas d'importance, mais pour l'instant, supposons-la positive. Et je veux savoir quelle sera l'énergie du système lorsque j'apporte une deuxième charge Q2 à cette distance-là, donc on va appeler R12 de la première charge. On voudrait calculer l'énergie de ce système-là. Cette situation-là sera analogue à, par exemple, si je prends un objet, une charge, un poids, si on veut, au sol, puis je le monte sur un bureau, par exemple. Alors, vous voyez, pour faire ça, pour déplacer l'objet, il a fallu que je fasse un effort contre la gravité. Donc, je peux dire que j'ai augmenté son énergie potentielle puisque je l'ai monté. Alors ici, c'est la même chose. Q2, d'abord, on va supposer la plupart du temps que Q2, la deuxième charge, on l'apporte à partir de l'infini. Donc, ça veut dire que Q2 est parti très très loin, puis on l'a apporté à cette distance-là. Vous voyez, pour faire ça, il a fallu qu'on fasse un effort parce que les deux charges sont positives, donc ils se repoussent. Alors, pour pousser Q2 à cet endroit-là, il a fallu dépenser de l'énergie, faire un effort. Et maintenant, on peut dire que le système possède de l'énergie parce que si je le laisse aller, étant donné que Q2 est repoussé par Q1, mais Q2 va être poussé ou propulsé, si vous voulez, par Q1. Donc, vous voyez, l'énergie potentielle pourrait se transformer en énergie cinétique. Donc, le système, dans cette configuration-là, on peut dire qu'il a de l'énergie potentielle. Calculons donc euh, delta U, la différence d'énergie potentielle entre la situation initiale et la situation finale. La situation finale, c'est celle-ci. La situation initiale, c'est quand Q2 était très très loin. Alors, on peut la calculer avec le potentiel. On va dire la différence d'énergie potentielle, ça va être Q2, la charge qu'on a apportée, fois delta V. Delta V, c'est la différence de potentiel entre l'infini et cette situation-là. Donc, le potentiel final moins le potentiel initial. Alors, justement, on va supposer que VI est égal à 0 à l'infini. C'est en fait le choix arbitraire qu'on avait fait dans les sections précédentes. On dit que lorsque la charge est à l'infini ou lorsqu'on est très très loin de la charge, le potentiel est égal à 0. Et donc à ce moment-là, on peut laisser tomber le VI qui est ici à droite, puis le VF, on peut le remplacer par le potentiel d'une charge ponctuelle qui est KQ sur R. Donc, dans ce cas-ci, la charge qui crée le potentiel, c'est Q1. Donc, on prend la charge Q1. Et la distance, c'est la distance finale entre Q2 et Q1. Donc, ici, on prend Q2 parce que c'est elle qu'on apporte de l'infini. Puis ici, on prend Q1 parce que quand on déplace Q2, c'est Q1 qui crée un potentiel sur Q2. Donc maintenant, ici à droite, j'ai juste ramené le Q2 au numérateur pour les mettre ensemble. Donc ça va nous donner delta U égale K Q1 Q2 sur R12. Évidemment, on peut laisser tomber le delta. Donc on peut décider que, bon, ça c'est la variation d'énergie potentielle, mais si on met U égale 0 à l'infini, le même choix qu'ici, à ce moment-là, au lieu d'avoir delta U, on peut appeler ça juste U, dans le fond. Donc l'énergie potentielle de ce système de charge-là. Donc, vous voyez, c'est tout simple. C'est cette équation-là qu'on va prendre donc, pour calculer l'énergie potentielle d'un système de deux charges. Ici, je voulais revenir sur ce graphique-là qui nous donne, bon, on le voit un peu en trois dimensions, là, c'est le potentiel qui est créé par une charge ponctuelle positive. Donc Q1, par exemple, crée un potentiel qui ressemble à ceci. C'est 0 à l'infini. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de la charge, le potentiel augmente, augmente. Il tend même vers l'infini, en fait, si on s'approche à une distance nulle de la charge. Alors, on comprend maintenant pourquoi on doit faire un effort pour apporter Q2. Parce qu'au fur et à mesure qu'on approche Q2, il faut qu'elle monte dans le potentiel, elle est repoussée. Donc, on peut le voir exactement comme si on avait à rouler une balle sur une côte, par exemple. Donc, on roule la balle, et là, on commence à monter la côte, et donc, on doit faire des efforts pour pouvoir monter cette balle-là jusqu'à la distance qu'on a à la fin. Alors, on revient à notre formule de tout à l'heure. On a donc l'énergie potentielle de ce système de deux charges-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'apporte une troisième charge? Donc Q3 que je viens porter ici. Donc elle se retrouve à la fin avec une distance R13
de la charge 1 et R23 de la charge 2. Je vais l'apporter de l'infini également. Ben, dans le fond, pour calculer l'énergie totale du système, je vais commencer d'abord par ce que j'avais au début. KQ1, Q2 sur R1, 2, c'était l'énergie potentielle déjà des charges Q1 et Q2. Maintenant, je dois apporter Q3 ici. Donc, supposons qu'elle est positive également. Elle est repoussée à la fois par Q1 et par Q2. Donc, je vais pouvoir calculer la contribution de Q1. Ça va être ça ici. K, Q1, Q3 sur R1, 3. Autrement dit, ça serait l'énergie potentielle si j'enlève la charge Q2 puis je fais juste approcher Q3 de Q1. Et je vais aussi additionner ceci, K, Q2, Q3 sur R2, 3. Ça serait l'énergie potentielle de Q2 et Q3 si j'enlevais Q1. Autrement dit, l'effort que j'ai fait pour approcher Q3 de Q2. Et je fais tout simplement les additionner toutes les trois. Donc, ça tient compte de toutes les contributions. Donc, l'effort que j'ai dû faire pour apporter Q2 à Q1. Ensuite, l'effort que j'ai dû faire pour apporter Q3 à Q1, puis Q3 à Q2 en même temps. Donc, on additionne tout ça. Puis comme le potentiel, c'est un scalaire, on n'a pas besoin de tenir compte des directions, dans le fond. Et donc, on retrouve l'énergie potentielle totale de ce système de cette configuration-là, en fait. Jusqu'à maintenant, on a supposé que les charges étaient positives. Ça veut dire que mon potentiel, ici, mon énergie potentielle, pardon, elle serait positive. Une énergie potentielle positive, ça veut dire que pour configurer le système tel qu'il est présentement, j'ai dû faire un effort. Donc, parce que les charges se repoussaient, donc j'ai dû faire un effort. Et cet effort-là est accumulé sous forme d'énergie potentielle. Si je le laisse aller, autrement dit, si j'arrête de tenir les charges, par exemple, comme elles se repoussent, elles vont toutes se repousser, elles vont partir, elles vont comme exploser, si vous voulez. Donc, l'énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique. Supposons maintenant que la charge Q3 est négative. Elle est donc plutôt attirée par Q1 et Q2. Donc, je n'aurai pas besoin de faire d'effort pour l'approcher à cet endroit-là. C'est même le contraire, elle va y aller tout seul. Puis, je vais même être obligé de faire un effort négatif, de la ralentir pour la porter là, parce que si je ne fais pas ça, son énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique. Donc, elle va arriver là avec une certaine vitesse. Si je veux donc seulement la placer là sans vitesse, je vais donc devoir compenser l'énergie cinétique, donc faire un effort négatif tout le long que je vais l'apporter à Q3. Et donc, vous voyez, ça va me donner une énergie potentielle négative au lieu de positive. Et on a une énergie potentielle négative lorsque justement deux charges sont attirées, lorsque, dans le fond, la réaction se fait de manière spontanée, si vous voulez. Donc, l'énergie totale peut être soit positive ou négative, mais ce qu'on peut retenir, c'est que si l'énergie totale est positive, c'est qu'il a fallu faire un effort pour configurer le système comme ça. Si l'énergie totale est négative, c'est qu'au contraire, le système s'est probablement configuré comme ça tout seul, ou en tout cas, on n'a pas besoin de faire un effort pour le faire. Alors, vous voyez ce que je viens de dire, c'est peut-être un vocabulaire que vous avez déjà entendu. Prenons une molécule comme la molécule d'eau, par exemple. Qu'est-ce que c'est dans le fond qu'une molécule comme ça? C'est un paquet de charges ponctuelles. En fait, c'est des atomes, mais les atomes sont eux-mêmes des protons, des électrons. Bon, il y a aussi des neutrons, mais ils ne sont pas chargés. Mais bref, c'est un paquet de charges. Et dans le fond, les atomes se configurent, les molécules se configurent un peu de la manière dont je viens de parler, c'est-à-dire que les charges sont attirées ou repoussées les unes avec les autres. On a un paquet de charges négatives, un paquet de charges positives, et ils vont avoir tendance à tomber dans une configuration qui est la plus basse possible. Un peu comme si on met un objet sur un bureau. Si on lui donne l'occasion, s'il roule sur le côté du bureau, ben, il va tomber en bas. Donc, il va perdre son énergie. Cette énergie-là va se transformer en énergie cinétique. Donc, il arrive la même chose ici avec, par exemple, si j'ai un atome d'oxygène puis j'ai des atomes d'hydrogène, ben, si je leur donne l'occasion, c'est-à-dire si je les mets en présence, ils vont réagir, c'est-à-dire ils vont s'attirer et ils vont tomber, si vous voulez, dans une configuration. Ils vont donc
perdre de l'énergie potentielle parce que les charges sont opposées, donc on perd de l'énergie potentielle et l'énergie potentielle perdue va se transformer d'abord en énergie cinétique, donc ils vont accélérer les unes vers les autres et quand ils vont se rencontrer puis que la molécule va se former, l'énergie cinétique va éventuellement se transformer en vibration puis ça va devenir de la chaleur en fait. Donc quand on a une réaction chimique comme ça, au bout du compte, l'énergie potentielle finit par se transformer la plupart du temps en chaleur. Et donc, on a une réaction exothermique. Pour vous donner un petit exemple d'application avec la formule d'énergie qu'on vient de voir, on va faire ensemble, je vais terminer avec ça, l'exemple 4.6 de votre volume, c'est à la page 137. Donc, l'énoncé est là. On a deux sphères identiques, sont représentées ici, ont une masse de 20 grammes chacune. Puis, on a des charges de 28 nanocoulombs pour la charge Q1 qui est positive, puis moins 28 pour la charge Q2. Donc, vous voyez deux charges identiques sauf le signe. On les lance dans des sens opposés avec une vitesse de module V, donc qu'on ne connaît pas. Donc, ils ont la même vitesse chacune. On les a représentés ici, là, donc on les lance dans des sens opposés avec la même vitesse. Lorsque les sphères sont lancées, elles sont séparées par une distance de 1 cm. Donc ça, c'est RI, on pourrait l'écrire ici, c'est 10 cm. Non, pardon, 1 cm. Quel est le module de la vitesse minimale V pour qu'elles ne reviennent pas l'une vers l'autre? Donc, on veut qu'ils s'éloignent jusqu'à l'infini, on pourrait dire, pour ne pas revenir l'une vers l'autre. Parce que c'est sûr que ces deux sphères-là s'attirent. On a des charges opposées, donc ils s'attirent. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça finisse à l'infini parce que si jamais on les lance puis qu'ils finissent par s'arrêter à une distance qui n'est pas infinie, ben, comme ils s'attirent, ils vont finir par revenir l'une sur l'autre. Donc, il faut vraiment les envoyer, en fait, jusqu'à l'infini. Vers l'infini et au-delà! Donc, une façon de résoudre ça, voyez, c'est un problème, c'est un petit peu semblable comme en mécanique, et on a toujours deux façons de résoudre des problèmes, soit avec les lois de Newton, soit avec la conservation d'énergie. Et quand est-ce qu'on décide entre les deux? Voyez, les lois de Newton, ça nous donne quelque chose d'instantané. C'est la force, donc c'est instantané, on a l'accélération. Tandis que l'énergie, c'est plutôt sur la durée. On a toujours une situation initiale puis une situation finale. Ici, en électricité, c'est la même chose. On peut résoudre avec la loi de Coulomb, qui donne la force, ou le champ électrique. Le champ électrique, ça peut nous donner la force, mais c'est quelque chose d'instantané. Si on s'intéresse plutôt à la durée, comme ici, on a une situation initiale, qui est là où on lance les deux balles, puis on a une situation finale qui va être potentiellement beaucoup plus tard. Donc à ce moment-là, c'est plutôt avec l'énergie qu'on va résoudre notre problème. Alors ce qu'on va faire ici, c'est comme en mécanique, on va séparer notre problème en deux. On va regarder d'abord une situation initiale. On va aller calculer l'énergie totale, puis ensuite on va dire l'énergie est conservée, parce que dans ce cas-là, on a seulement la force électrique, c'est une force conservative, donc l'énergie va être conservée, on va aller voir la situation finale ensuite, en supposant que l'énergie est conservée. Donc si on commence par l'énergie finale, initiale, pardon, on a deux formes d'énergie. Bien sûr, on a de l'énergie cinétique, qui est 1 demi mv carré. Puis ensuite, évidemment, dans ce cas-là, il faut additionner les deux énergies cinétiques. Donc, les deux balles ont chacune de l'énergie cinétique. Mais comme les deux balles ont la même masse, puis qu'ils ont la même vitesse au début, même si on ne la connaît pas, ce qu'on pourrait faire, c'est, en fait, on les additionnerait. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement mettre une masse de 40 grammes, par exemple, ou mettre un facteur 2 si vous voulez. Donc, on va faire 2 fois ça, ça va donc enlever le facteur 1,5, puis on va avoir mv carré. Le m étant donc la masse d'une balle et v la vitesse. Donc, on a déjà tenu compte en enlevant le 1,5 du fait qu'on avait deux balles. Donc, je vais laisser ça comme ça puisqu'on n'a pas la vitesse. Ensuite, pour l'énergie initiale, donc là, c'est de l'énergie potentielle électrique. Et on a vu tout à l'heure, on le calculait en faisant K, Q1, Q2 sur R, 1, 2, la distance entre les deux. Ça, par contre, vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour le calculer. On a tous les chiffres. Donc, on a 9 par 10 exposant 9 pour la constante de Coulomb. Les deux charges, c'est 28 nanocoulombs. Donc, en fait, on a 28 puis moins 28. Puis, c'est des nanocoulombs. Donc, ça va être 10 exposant moins 9. Puis, tiens, je vais le mettre deux fois. 10 exposant moins 9 puis 10 exposant moins 9, puisque chacune de ces deux charges-là, c'était des nanocoulombs. Puis ensuite, on divise par la distance.
c'était 1 cm. Donc en mètres, on va avoir 0,01. Donc, on calcule ceci. Ça donne 7,056 fois 10 à la moins 4 joules. On aurait pu aussi écrire 0,705 millijoules. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, c'est l'énergie. J'ai oublié mon signe moins aussi. Donc, évidemment, c'est négatif à cause du signe moins. Donc, le fait que ce soit négatif, ben, ça nous confirme qu'on a deux charges opposées, en fait, que les deux s'attirent. Donc, l'énergie initiale est négative. Donc, notre énergie totale, ça va être la somme des deux. Donc, on pourrait peut-être écrire l'énergie totale, c'est la somme des deux, K plus U. Donc, on va avoir mv carré, le V c'est notre inconnu, plus, donc en fait j'aurais dû écrire moins, donc moins 7,056 fois 10 à la moins 4. Donc, on laisse ça là comme ça. Ensuite, à côté ici, on va aller voir la situation finale. Ça va être assez simple. À la fin, on veut 0 comme énergie cinétique parce qu'on veut que nos balles se rendent à l'infini avec plus d'énergie en fait, donc disons, ils arrêtent à l'infini. C'est sûr que si on les garoche encore plus fort, ils vont arriver à l'infini avec encore une vitesse, ça va être encore mieux, mais cette fois-ci, on nous demandait dans le problème la vitesse minimale. Donc on veut qu'en fait, rendu à l'infini, les balles soient arrêtées. Donc K égale 0. Puis l'énergie potentielle, bien sûr, c'est 0. C'est là qu'on a choisi que l'énergie potentielle était 0, donc on sait que ça va être 0. Donc, notre énergie totale finale, ça va être 0. Maintenant, on fait la conservation d'énergie, c'est-à-dire qu'on va écrire que l'énergie totale initiale va être égale à l'énergie totale finale, donc 0 pour la finale. Puis l'initiale, on avait mv carré moins 7,056 fois 10 moins 4. Donc, il nous reste à isoler maintenant la vitesse. On envoie ça de l'autre côté qui va devenir positive. C'est ce qu'on veut en fait, puisque la vitesse est au carré, on va prendre la racine. Donc, on l'envoie de l'autre côté, on divise par la masse qui était 20 grammes, qu'on écrit en kilogrammes évidemment, et on trouve une vitesse de 0, je vais arrondir un peu, là, 0,19 mètres par seconde, ou 19 cm par seconde si vous préférez. Ce serait la vitesse qu'il faudra avoir pour qu'on puisse se rendre jusqu'à l'infini.